Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence. Quelques mots d'abord pour remercier toutes les petites mains et les grands esprits qui ont participé à l'organisation de cette conférence, et notamment mon collègue Brice Magdalou qui m'a beaucoup aidé pour organiser cette conférence. Bien sûr, Julie Cour, que je remercie aussi, toute l'équipe du PTL, du pilotage. Merci beaucoup à Laura Michel, et merci à la faculté d'économie de Montpellier de nous accueillir. Et bien sûr, je remercie Thomas Bolognesi qui a répondu très favorablement à notre invitation et qui donc nous rejoint depuis Grenoble pour prononcer cette conférence et échanger avec nous. Je vais être bien sûr très brève, juste pour expliquer les raisons de cette conférence. Ça fait suite, et de cette invitation et la présence de Thomas Bolognesi, elle fait suite à une tribune qui a été publiée dans Le Monde le 20 septembre dernier par la chaire Energy for Society de Grenoble École de Management, et qui, dans cette tribune, je ne vais pas développer, mais traite d'un ensemble de problématiques et de thématiques qui sont portées par le PTL, projet thématique long que nous donc copilotons ensemble, donc Laura Michel, Brice Magdalou et moi-même, et Frédéric Tortera qui n'est pas avec nous ce soir, un ensemble de thématiques qui sont portées comme sous-thématiques du PTL, transition, gouvernance et société, dont notamment bien sûr les questions de transition écologique ou énergétique au sens large, toutes les problématiques environnementales, mais aussi, et c'est ce qui nous a retenu, l'acceptabilité, la question de la confiance, le lien avec les institutions, et donc des problématiques institutionnelles et un regard interdisciplinaire qui parle beaucoup donc à ce que nous souhaitons mettre en œuvre et dynamiser via le PTL dans les sciences sociales au sein de cette université. Je vais passer la parole à Brice Magdalou qui va présenter Thomas, notre intervenant. Je voudrais juste préciser quelques éléments techniques. Il faut impérativement qu'à 20h, les locaux soient libérés. Voilà, donc nous avons un temps à respecter. La conférence est filmée, mais je vous rassure, le public n'est pas filmé. En revanche, au moment des échanges, après la conférence, on va avoir un temps d'échange. Juste si vous souhaitez vous présenter, vous le faites, on ne vous verra pas mais qu'on sache qui parle, mais surtout attendre qu'on vous transmette le micro pour que ça puisse être enregistré de manière au niveau sonore. Voilà. Brice, je te laisse. Merci Jordan. Bonsoir à tous et merci d'être présents. Donc, comme l'a dit Jordan, c'est un des premiers événements organisés par le PTL et nous avons aujourd'hui la chance de recevoir Thomas. Quelques mots sur son parcours. Alors Thomas est aujourd'hui professeur associé d'économie à l'école de management de Grenoble. Ses spécialités, donc ses domaines d'expertise en recherche essentiellement, donc sont l'économie environnementale, l'économie politique, l'analyse institutionnelle et organisationnelle et au sens large les politiques publiques avec pour domaine d'application principal la gouvernance de l'eau. Donc Thomas est coéditeur d'une série Palgrave Studies in Water Governance Policy and Practices. Donc ces travaux sont à la fois des travaux théoriques, mais avec une volonté d'impact, ce qui n'est pas le cas de tous les enseignants-chercheurs, de tous les chercheurs. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'impact sociétal, d'impact politique. Petit aperçu de son parcours, il a obtenu son doctorat en 2013 en sciences économiques, dans une approche d'économie institutionnelle, à Grenoble. Il a fréquenté plusieurs institutions, donc notamment l'université de Genève, où il était chercheur pendant une dizaine d'années. Il a aussi fait un visiting à l'université du Colorado, à Denver. Et il a été membre, je ne sais pas si c'est toujours l'actualité, de Geneva Water Hub, non plus maintenant. Donc il a été membre du Geneva Water Hub à l'université de Genève. Donc petit retour sur ses travaux rapidement. Donc essentiellement, comme je vous l'ai dit, la question de la gouvernance de l'eau avec la dimension institutionnelle et comment les institutions et les réglementations notamment interagissent avec les usages de l'eau.
La mise en œuvre des politiques, toujours autour de la thématique de l'eau, la question de la complexité institutionnelle, alors peut-être que Thomas nous en dira un mot plus précis ici, et la transition environnementale. Donc, rapidement, juste, Thomas a publié un ouvrage sur la gouvernance de l'eau en milieu urbain. Il a aussi coédité un handbook sur le même thème. Il a publié une trentaine d'articles scientifiques, notamment 2 dans la revue Ecological Economics, que les enseignants-chercheurs ici connaissent bien. C'est une revue de premier plan sur les questions d'économie de l'environnement. Voilà, je vais m'arrêter là. Et comme vous le voyez, le thème d'aujourd'hui, c'est les transitions écologiques à l'épreuve des dynamiques institutionnelles. Donc, Thomas, on te laisse la parole et on va s'installer devant. Vous m'entendez ? Merveilleux. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Merci à Jordan Arleta pour... pardon ? Avec le Z, pardon, Arletaz, pardon. C'est mon côté Haute-Savoie, on ne prononce pas les Z. Pour l'invitation, et à Julie Cour qui a permis mon séjour très simplement et de manière très agréable. Je suis très heureux d'être là pour vous parler du coup de ce thème sur les transitions écologiques à l'épreuve des dynamiques institutionnelles. Et en fait, on va aborder 2 éléments ensemble. D'une part, la question des structures, avec le thème de la complexité qui a été évoqué juste avant, durant ma présentation, et celui de la confiance, puisque c'est celle-ci qui m'a permis d'être parmi vous. Du coup, j'ai fait l'hypothèse que ça vous intéressait. C'est des travaux qui ont commencé en 2018 durant ce Visiting Scholar à Denver, dans le Colorado, dont vous voyez ici la source. C'est un grand fleuve aux États-Unis qui traverse 7 États, qui permet l'approvisionnement de beaucoup d'usages d'eau différents, comme l'agriculture, des villes, etc. Et qui est fortement détourné, on l'appelle également la Plumbing River. Et depuis 40 à 50 ans, en fait, ce fleuve, il a commencé à s'assécher petit à petit à cause de trop d'usages, etc. Et on se pose les questions de pourquoi, comment faire en sorte que cette gestion aille mieux, puisque une forte population y est dépendante, et également l'environnement. Et en 2020, il y a Mieli qui a publié un article dans Science qui montre qu'une augmentation d'environ 1 degré de la température du climat contribue à une baisse d'environ 10% du débit du fleuve, puisque c'est un fleuve qui est dit nival. Or, lorsque vous voyez l'embouchure du fleuve, ces 10% ils ne sont pas suffisants pour expliquer la perte de débit tout en son long. Et une des réponses qu'on a apportées et qu'on va aborder aujourd'hui ensemble, mais dans un autre cas que celui du Colorado, c'est les institutions. On va dire qu'elles comptent. Et pourquoi est-ce qu'elles comptent ? Parce qu'elles permettent de déterminer, comme on le voit en sciences politiques ou en économie, les performances de l'économie d'une société, à la fois sur son court terme et sur son long terme. Il y a beaucoup d'approches différentes, donc je vais rapidement spécifier laquelle je vais adopter. Mais l'idée générale, c'est de dire que ces institutions, elles vont construire un ensemble de contraintes et d'opportunités qui vont organiser en fait, la coopération entre les acteurs et contribuer à déterminer leurs choix. C'est également, vous avez dû entendre parler l'an dernier du prix Nobel de Acemoglu. Et il y a une partie importante de son livre le plus connu, là, de 2013, quand ce qui veut expliquer pourquoi les nations prospèrent ou non, le rejet de 3 grandes hypothèses. Et les institutions, c'est son objectif, et une grande partie de ses travaux viennent en complément en fait, de ces hypothèses. Et ces 3 fameuses hypothèses qu'il rejette, ce sont celles de la géographie, de la culture et de l'ignorance. Donc je pense que dans son ouvrage, c'est un peu pour l'effet de style qui parle de rejet direct. Nous, on va parler de complémentarité aujourd'hui. En particulier sur ce point de l'ignorance, puisque je pense que ce n'est pas un élément suffisant pour expliquer la raison pour laquelle on arrive à des outcomes qui sont non satisfaisants. Précisons ce que sont ces institutions, hormis polysémiques, je vais rapidement vous les définir ici. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en grosso modo, c'est ces règles du jeu, comment est-ce qu'on se comporte les uns envers les autres, un ensemble de contraintes, d'opportunités, c'est une approche qui a été balisée notamment par North. Et elles ont 2 formes essentiellement pour les observer. D'une part, ces institutions dites formelles, écrites, donc des politiques publiques, des contrats, des droits de propriété, et d'autre part, des règles informelles, donc des croyances partagées, de la culture, etc. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les règles formelles, qui sont effectivement plus faciles à observer, d'une part, et puis auxquelles je me suis intéressé dans le passé.
Et cette conférence, je l'ai organisée dans les 2 points dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est parce qu'à mon avis, actuellement, on connaît 2 dynamiques institutionnelles qui sont très fortes et qui se rencontrent et qui permettent à la fois de regarder du court terme et du long terme, ce qui me semble assez important lorsqu'on veut penser les transitions. D'une part, on a ce phénomène de spécialisation de la régulation avec une siloisation de ces politiques publiques en différents sous-secteurs. Et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que cette siloisation, spécialisation, a des effets indirects négatifs. Ou peut les avoir, tout du moins. Et ensuite, on a ce cadre des démocraties en crise pour des questions institutionnelles, également structurelles, qui vont affecter la confiance. Et cette confiance, on fait l'hypothèse qu'elle va affecter la façon dont les concitoyens vont se projeter sur la scène publique, vont plus ou moins accepter telle décision, instrument de politique publique, faciliter de la mise en œuvre, etc. etc. Donc, voici pourquoi j'ai pris ces 2 thèmes aujourd'hui. On va donc naturellement commencer par le premier. Le changement institutionnel, l'évolution institutionnelle et en particulier le rôle des interdépendances. C'est vraiment là-dessus que j'aimerais insister. Du coup, je vais très rapidement faire le background, mais vous allez voir, on pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez, mais j'ai fait l'hypothèse que c'était en grande partie des connaissances partagées. Donc, on s'intéresse au changement institutionnel puisqu'on considère qu'il va déterminer ou contribuer à déterminer l'efficacité sur du long terme. On parle notamment d'efficacité adaptative, si on suit North, avec un résultat un peu trivial. Les bonnes institutions génèrent de bons résultats. D'accord ? Et l'enjeu, c'est de savoir comment, pourquoi. Et là-dessus, il y a une gigantesque littérature avec 3 facteurs, 3 mécanismes plutôt différents qui se dégagent. D'une part, un processus d'essai-erreur, un peu à la Williamson, où en fait on va construire une institution et puis elle va se confronter à des réalités, des problèmes de coordination, des coûts de transaction, c'est ainsi qu'il va les nommer. Et petit à petit, cette institution, elle va progresser. Donc vous verrez, par exemple, si vous regardez des contrats, la façon dont ils étaient écrits il y a 40 ans et aujourd'hui est complètement différente. C'est un résultat de ce principe d'essai-erreur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ce darwinisme institutionnel, toujours dans une perspective d'efficacité, c'est celle que je disais qui organisait notamment ma façon de raisonner aujourd'hui. Donc en gros, il y a plusieurs institutions qui existent. Elles vont toutes définir ce set d'opportunités et de contraintes et permettent de coordonner des acteurs. L'idée du darwinisme institutionnel, qui a notamment été poussée par le courant évolutionniste en économie, et Hodgson en particulier, vise à dire qu'en fait, ces institutions vont rentrer en conflit les unes avec les autres, ou en compétition plus qu'en conflit, et que ce serait celle qui serait la plus efficace qui va perdurer dans le temps long, d'où la référence à Darwin. Et enfin, il y a l'idée du bricolage institutionnel, qui à mon avis est également issue beaucoup d'Elina Rostrom, et du coup une entrée de la science politique en économie, où en fait on va considérer cette fois-ci que les institutions existent, qu'elles n'ont pas de, c'est pas des panacées, elles n'ont pas des pouvoirs universels, mais elles doivent s'adapter à leur contexte. Et ce contexte, il est à la fois géographique, sociétal et temporel. Et donc, on va, à travers le temps, systématiquement les bricoler. On parle de crafting en anglais, où c'est vraiment quelque chose d'un peu artisanal, et de manière à accroître leur efficacité. Donc voilà les 3 grands mécanismes. Il y a énormément de littérature dessus qui montre pourquoi ces institutions vont être efficaces, et ceci dans le temps long, et pourquoi ceci existe. Et pourtant, si on a tous ces mécanismes, notamment aujourd'hui on va parler de transition environnementale, on est à peu près d'accord pour faire ce diagnostic que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. On considère une sorte de paradoxe. On saurait produire des institutions individuellement efficaces, mais ensemble, elles ne le sont pas. Et donc vous voyez pourquoi est-ce qu'on va parler de l'interdépendance aujourd'hui. On va faire l'hypothèse que l'effet global est différent de la somme de ces institutions, puisqu'elles interagissent entre elles. Et c'est du coup ce rôle des interdépendances institutionnelles. Je viens de Grenoble, que vous voyez ici, et sous son plus beau soir, je dirais, vous voyez qu'il y a beaucoup d'eau là. Et toute cette eau, c'est différents usages. On a des usages domestiques, boire de l'eau potable, de l'usage pour de l'agriculture. On endigue également l'Isère, que vous voyez sous le pont, pour limiter l'impact négatif des inondations, etc., etc. Ces usages, ils sont régulés, c'est les points rouges que vous voyez, donc toutes les institutions dont on a parlé tout à l'heure, individuellement. On se doute qu'il y a des interdépendances entre ces différents usages. Du coup, dans les politiques publiques ou dans les contrats, on tient compte de ça, et on le mentionne. Attention,
Par exemple, pour les débits minimaux, ce que vous verrez avec l'Isère, il y a des contraintes qui sont posées aux agriculteurs, qui sont au fond de la photo. Donc voilà, c'est ça qu'on peut observer potentiellement dans la réalité. Et quand on parle à des écologues ou à des hydrologues, ces interdépendances, elles sont multiples et beaucoup plus nombreuses qu'en fait que ce qu'on a dans le fait sociétal. Et c'est de là qu'en fait vient l'idée de cette complexité institutionnelle dont je vous parlais. C'est cette difficulté à appréhender en fait le système de la ressource ou des ressources naturelles via nos propres institutions et qui est lié à ce problème de siloisation dont on va parler tout à l'heure. Donc l'enjeu, ça va être d'essayer de comprendre ces deux réseaux d'interdépendance, celui qui est réel en termes de causes-conséquences, hydrologique, écologique dans mon cas, mais ça pourrait être une autre source pour de la biodiversité par exemple aussi, il y a ce type de raisonnement d'une part, et ce réseau plutôt de relations institutionnelles. D'accord ? Et on va essayer de regarder comment est-ce qu'ils se dissocient ou non et pour quels effets. Donc d'où vient cette idée ? Dans l'ensemble de la littérature, comme je vous l'ai présenté et brossé très rapidement tout à l'heure, il ne faut pas m'en vouloir, mais du coup il y a cette idée que les régulations, les institutions vont avoir un effet positif, d'accord ? L'efficacité de la gouvernance. Et il y a une hypothèse sous-jacente qui est peu discutée, bien que désormais l'OCDE, depuis une dizaine d'années, a un service dédié à ça, la cohérence, cette idée que la cohérence est présente, d'accord ? Et que du coup, tout va fonctionner. Or, l'idée que je vous propose de mettre en avant aujourd'hui, c'est que l'augmentation de ces institutions et de ces régulations, en fait, a un effet sur la cohérence d'ensemble. Et cet effet, il est négatif, pour plein de raisons différentes. On a parlé de la spécialisation, etc. Et via cet effet négatif, du coup, on va avoir un effet négatif indirect sur l'efficacité de l'ensemble de la gouvernance et arriver du coup vers ce piège à complexité institutionnelle dont j'ai parlé, qui a été mentionné dans mon introduction, et qui contribuerait du coup à expliquer ce paradoxe. Pourquoi dans une société dans laquelle on sait produire des institutions individuellement efficaces, ensemble, elles achoppent. Et c'est parce qu'ensemble, elles affectent cette cohérence et elles dysfonctionnent entre elles. Via deux principaux mécanismes que je mets en avant ici. D'une part, on a cette augmentation du corpus légal. Il y a des juristes dans la salle, je leur laisserai la parole, mais celui-ci devient de plus en plus important. On parle également en sciences politiques de policy accumulation, qui se produit notamment parce qu'il y a la spécialisation. Les problèmes d'action collective devenant de plus en plus distincts les uns des autres, de plus en plus spécifiques, on leur offre une réponse également spécifique. Et comme il y a beaucoup de choses différentes et beaucoup de choses spécifiques, on a des limites cognitives, on a du mal à prendre en compte ce qui se passe à côté. Et en économie, il y a un auteur assez connu qui s'appelle Masahito Aoki, qui a montré que ce qui se passait dans un domaine pouvait avoir un effet dans un autre domaine, parce que le premier domaine contribue à définir l'environnement de l'autre domaine. C'est clair ce que je veux dire ? Et c'est ainsi que ces interdépendances vont affecter, ces interdépendances institutionnelles vont venir affecter les autres institutions de manière négative. On parle également de non-complémentarité institutionnelle en économie politique notamment, et puis si vous avez vu également sur le terrain, par exemple des normes qui ne sont pas cohérentes les unes entre elles, souvent des problèmes entre les échelles de territoire, du local au national, etc., où les choses, dans le pire des cas, sont en direct conflit ou opposées, ou alors complexes à mettre en œuvre parce que non adaptées entre ces différents échelons. Donc là, on va parler plutôt de complémentarité institutionnelle, c'est une littérature plus en économie politique, alors que la première viendrait plutôt des public administration et public policy. Donc je viens de vous dire que le problème, c'était nos relations entre les politiques publiques. Et la grande difficulté, du coup, ça va être de les observer et de les mesurer, ces interdépendances. Comment le faire ? On fait une hypothèse, du coup, celle qui va avoir l'émergence de relations imprévues entre les règles. Et c'est parce que ces relations sont imprévues, donc non coordonnées, qu'on a potentiellement un effet négatif. Si vous voulez bien, on va les appeler les relations de facto. Les traits rouges qu'on voyait sur Grenoble tout à l'heure. Et donc, on va le comparer, ce réseau-là, à celle qui existe dès de juré. C'était les traits verts qu'on a vus tout à l'heure sur Grenoble. Le fait que lorsqu'on produit une norme, on dise « attention, il faut prendre en compte nos agriculteurs, etc. etc. » Et mon hypothèse, ça va être que ces traits rouges vont se multiplier dans le temps et réduire, du coup, et générer, du coup, des incohérences. Donc pour le faire, le premier papier, on l'a mesuré, c'est dans le cadre des inondations en Suisse, entre 1848 et 2017. En fait, on a ce time frame, parce que c'est cette période de temps, parce que c'est la période durant laquelle les inondations sont effectivement rentrées dans le droit fédéral en Suisse. Et du coup, ça nous permettait de comparer dans le temps. On a identifié sur cette période environ 92 différents instruments de politique publique, donc c'est des textes de loi,
à différents niveaux, qui relève de 11 domaines d'action, tous relatifs à la lutte contre les inondations et ses effets. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est une analyse de réseau. Ce que vous voyez dans le cadran en haut à droite de cette slide. Les U, c'est les usages. Donc là, juste pour l'illustration, j'en ai présenté que 2. Donc on a 2 usages, par exemple, qui existent, qui sont régulés par des politiques publiques, les P que vous voyez. Et ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a relié chacune des politiques publiques à l'usage qu'elles régulaient. Donc on a regardé vraiment les relations de facto. Comment les politiques publiques régulent les usages et quelles politiques publiques sont pertinentes, etc., etc. Et ensuite, on a considéré qu'il y avait de la co-régulation, du coup, entre ces politiques publiques. On peut avoir plusieurs politiques publiques qui vont gérer le même usage. Et donc là, on a notre réseau de relations et d'interdépendance institutionnelle de facto, celui qui potentiellement nous pose problème. Et pour regarder son effet, en fait, et dans quelle mesure il va se développer, on l'a simplement comparé au même réseau, mais cette fois-ci produit à partir des références croisées entre les lois. Et donc là, c'est ce que vous voyez comme résultat dans le cas que je viens de vous présenter, à 3 périodes de temps différentes, qui me semblent assez critiques pour le comprendre. Cette évolution est donc en 1990, où vous voyez en gris, là vous ne le voyez pas, mais en fait, il y a 9 traits gris sur la gauche, entre SPA, NCHA et FCONS, qui sont des politiques publiques suisses. Donc il y en a 9, et très peu de relations entre ces différentes politiques publiques. C'est tous les points qui nous intéressent, comme je vous l'ai présenté dans l'exemple tout à l'heure. Ensuite, on a regardé ce même réseau, cette fois-ci en 2000. On a mis en avant, avec les traits rouges, les nouvelles interdépendances qui émergeaient. Et en fait, on a reproduit, mais là, vous ne les voyez pas trop en gris. Du coup, pour la prochaine conférence, je penserai à les mettre dans une autre couleur. Les réseaux qui étaient hérités du passé. Donc déjà, vous observez qu'il y a une augmentation forte du nombre d'interdépendances, de facto ici, qui est plus que proportionnelle à la quantité de normes émises. Et en 2010, encore plus. D'accord ? Si on regardait ces 3 périodes de temps, en 2000, il y a eu 100 interdépendances qui émergent, et en 2010, on en a 174, pardon, il me semble. Et alors que sur la même période, en fait, il n'y a que 8 interdépendances qui sont traitées par les politiques publiques elles-mêmes. Donc, il y a un énorme écart avec ce que je vous disais tout à l'heure entre le réseau de facto et le réseau des jurés. C'est-à-dire qu'il y a 95% des règles dans ce réseau qui ne tiennent pas compte des autres politiques publiques ici. Et qui, pour nous, du coup, est un fort nid potentiel pour des incohérences dans le futur. Je ne vais pas continuer dans ces résultats, puisque ce qui nous intéresse après, c'est la confiance, mais juste vous proposer une généralisation de cette idée, parce que je pense qu'elle peut être appliquée à beaucoup d'autres cas d'études. C'est beaucoup fait également, j'ai vu des travaux récents qui reprennent cette idée sur le sol, et ma collègue co-auteure de ce travail, Florence Metz, vient de commencer une IRC dans le cas du climat. Mais en gros, l'idée, c'est ce que vous voyez ici. On a en vert cette courbe qui monte de manière monotone, qui va faire la relation entre l'abscisse, l'augmentation de la quantité de normes et son efficacité en ordonnée. Donc vous voyez qu'elle a une période où il y a une forte efficacité. Puis à partir d'un certain moment, on va avoir une asymptote horizontale, donc des effets marginaux décroissants qui vous sont présentés également avec cette courbe rouge. Et donc l'idée, ça va être de savoir dans le futur comment retarder ce point de retournement des rendements marginaux décroissants, etc. Et on pense que les effets d'apprentissage peuvent être importants en soi, et le travail sur la cohérence elle-même plutôt que la gestion juste des usages nouveaux ou des nouveaux problèmes pourrait être un apport. On pourra en reparler du coup dans un second temps. Et en parlant de second temps, on va en arriver au deuxième thème, celui de la confiance et des chocs institutionnels. C'est un des autres facteurs qui est souvent, ces chocs institutionnels, mis en avant pour expliquer l'évolution de la gouvernance vers quelque chose de nouveau. On parle de focusing event, par exemple, qu'on a un problème qui émerge, qui est fort, et du coup on va réorganiser le système, etc. Et en ce moment, on en vit des chocs institutionnels, plus ou moins agréables. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils affectent la confiance, et pour quels effets sur ce qui nous intéresse, nous, ces transitions environnementales. Donc la tribune dont a parlé tout à l'heure Jordan, c'était ça qu'elle essayait de mettre en avant. Attention, l'instabilité politique du moment, elle va très probablement avoir des effets négatifs
de manière indirecte, parce que c'est la politique française, donc nous c'était sur la France, on ne parlait pas de Trump. L'instabilité politique française actuelle, elle ne s'explique pas du tout pour des questions d'environnement, d'accord ? Mais néanmoins, elle pourrait avoir un effet indirect négatif sur la mise en œuvre de cette transition. Donc c'était ça le message qu'on essayait de faire passer. Et moi j'ai conduit des études qui le montrent et qui le mesurent via des expérimentations dans le cas de l'eau. Mais juste avant, je me suis dit on va s'arrêter un petit peu sur la confiance. Et je vais vous faire un petit panorama de comment est-ce qu'elle est étudiée désormais et les différentes formes de confiance qui existent avant d'aller vers cette étude. D'abord, qu'est-ce que c'est que la confiance ? C'est important de noter qu'elle a 3 grands attributs. Elle est relationnelle, située et faite d'incertitude. En fait, quand on parle de confiance, c'est la confiance de quelqu'un envers quelqu'un d'autre pour faire quelque chose. D'accord ? Donc elle est relationnelle et située et forcément empreinte d'incertitude, sinon on ne parlerait pas de confiance. On n'est pas sûr de ce qui va se passer dans le futur. Ensuite, il y a 2 grandes formes de confiance qui sont distinguées dans la littérature. Il y a d'une part la confiance sociale, celle qui est faite envers autrui, nos pairs, la famille, les voisins, des migrants, qui s'est beaucoup étudiée, etc. Et celle-ci, et d'autre part, il y a la confiance politique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Mais cette confiance sociale, on sait qu'elle est importante parce qu'elle affecte l'évolution de la régulation sur du temps long. C'est notamment des travaux de Hagion, en 2010, qui l'ont mis en avant, en montrant qu'en fait, la demande politique, elle est dans une grande mesure déterminée par ces questions de confiance dans des domaines d'action précis et que le politique va répondre à cette demande politique. Du coup, la confiance envers autrui, elle est vraiment importante pour comprendre les évolutions institutionnelles et de régulation sur du temps long. Donc, il y a ce papier de 2010 de Hagion, et pour ceux qui sont plus intéressés même là-dedans, il y en a un de Pinotti 2 ans plus tard qui va un peu plus loin en montrant l'effet causal, alors qu'Hagion, il était sur des questions de... Enfin, c'était corrélationnel. Ensuite, il y a des études très récentes qui montrent que la qualité institutionnelle va affecter la confiance sociale. D'accord ? Et enfin, finalement, vous en doutez, la confiance sociale est corrélée positivement avec la confiance politique. La confiance qu'on a envers autrui va affecter celle qu'on va avoir envers les institutions, etc., etc. Et donc nous, on va s'intéresser aujourd'hui à cette confiance politique, donc cette fois, celle qu'on a envers les organisations politiques. Et ceci parce qu'elle affecte la qualité de la gouvernance et son efficacité. Il y a pas mal de surveys là-dessus actuellement, notamment une méta-analyse de Divine de 2024 qui est vraiment intéressante, je pense. Donc, méta-analyse, il faut se méfier parce qu'en général, on fait des méta-analyses quand c'est une somme d'études expérimentales. Et là, il y a peu d'expérimentation dans ce cas-là. Donc attention à l'interprétation des résultats de Divine. Mais en tout cas, elle permet de mettre en avant qu'est-ce qui est étudié, quand, comment, pourquoi. La plupart du temps, en fait, dans la littérature, c'est à partir de 2020 surtout qu'on s'intéresse à la confiance. Et un des grands moments déclencheurs, c'était la Covid. On essayait de savoir pourquoi certaines catégories de la population étaient plus promptes à implémenter les mesures de l'État pour la lutte contre la pandémie plutôt que d'autres. Et la confiance est arrivée comme un des facteurs importants. Et en plus, c'est un bon moyen d'isoler un phénomène. Ensuite, c'est surtout la confiance sociale qui est étudiée et beaucoup moins la confiance politique. Et en termes d'outcome, on a beaucoup regardé l'acceptabilité des politiques publiques. Ce qui nous intéresse en partie aujourd'hui, puisqu'on veut regarder si les politiques publiques d'environnement vont être acceptées, etc. Donc je vous invite à aller la regarder. Et puis pour les économistes de l'environnement, en 2016, il y a Van de Berg qui a montré comment la confiance et l'acceptabilité, comment la confiance pouvait affecter l'acceptabilité des politiques climatiques, si jamais ça vous intéresse. Donc pourquoi s'intéresser à cette confiance politique ? Donc je l'ai dit, elle va affecter la performance de la gouvernance en la fluidifiant. Dans une analyse plutôt en termes institutionnalistes, on va se dire que les gens se faisant confiance, on va réduire tous les coûts de coordination, parce que les comportements vont être plus prédictibles et il y aura moins de probabilité de conflit ex post. Du coup, ça fluidifie la transformation, la coopération, etc. Il y a 3 grandes formes de confiance politique, enfin on va dire plutôt 3 acteurs qui sont importants pour étudier la confiance politique, si on s'appuie sur les travaux de Buchert, qui est un spécialiste d'administration publique, celle entre les citoyens et les administrations publiques et politiques, et le citoyen et le politique. Donc vous voyez ce triangle, et même maintenant on commence à se poser également la question entre les politiques publiques, les différents secteurs au sein de ces politiques publiques. Donc, si vous voulez étudier cette confiance, c'est important de circonscrire quel type d'acteurs vous voulez regarder. On l'a dit, la confiance elle est relationnelle.
Ensuite, elle est également multiniveau. On sait qu'elle varie entre les espaces. Ça, c'est vraiment, vraiment important, même au sein d'un même pays. Il y a une étude de De Scheel-Pretre, pour montrer à quel point c'est important, qui est commencée en 2022, et je crois que désormais elle est publiée dans l'AER ou autre, qui étudie les préférences des citoyens dans beaucoup de pays dans le monde, je crois que c'est un échantillon de plus de 20 000 personnes, envers les politiques climatiques. Et il regarde l'effet de la confiance. Selon les pays, l'effet peut être positif ou négatif de manière significative. D'accord ? Et même au sein d'un territoire comme la France, on se rend compte qu'il y a de fortes variations de cette confiance et de son impact sur de la préférence. Donc à nouveau, attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, la confiance, elle est, vous le voyez, relationnelle, mais également située. Et enfin, ce pourquoi ça nous intéresse, c'est parce qu'on sait qu'elle affecte la politique publique. Ça a été montré beaucoup dans le cas des politiques climatiques. Et c'est pour ça qu'on les étudie beaucoup dans les questions de transformation. Je voulais quand même vous montrer quelques faits stylisés avant de rentrer dans l'étude, de l'évolution de cette confiance à travers le temps. Donc cette fois-ci, c'est un travail qui est issu c'est un travail de Valgarsten de 2025 qui mesure l'évolution de la confiance sur du temps très très long. Il commence en 1958 jusqu'à, je crois, il y a 4-5 ans. Et il distingue les acteurs auxquels on confère cette confiance. C'est pour ça que vous avez 6 petits panneaux. Donc on va avoir le Parlement, les gouvernements, les partis politiques, c'est ceux du dessus, donc ce qui relève vraiment de la confiance politique. Et on a une évolution globale plutôt négative avec des variations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, spatiales. Et dans les 3 panneaux du dessous, vous avez les services publics, le système légal et la police, où là on a plutôt une tendance à la hausse ou à la stagnation légèrement positive sur cette longue période de temps. Donc son étude elle est de 58, mais là les graphes que je vous montre c'est depuis les années 90, puisqu'il s'intéresse à ce qu'on appelle la crise des démocraties, donc une perte de confiance dans nos systèmes qui ferait qu'ils dysfonctionnent, etc. Donc là, vous voyez qu'également, on a 2 grands types d'institutions, d'organisations qui sont affectées de manière différenciée par la confiance. C'est important à retenir pour l'étude que je vais vous montrer tout à l'heure, mais d'une manière générale, je le pense. On a la confiance envers vraiment du politique, donc les organisations qui sont en charge de définir l'organisation de la politique publique sur du temps long, donc souvent à des échelons nationaux et qui vont développer des éléments beaucoup plus abstraits. Et cette confiance, elle est différente, elle est distincte de celle qu'on va octroyer aux organisations plutôt dans la mise en œuvre, donc celles qui sont beaucoup plus locales, le maire, notre conseil départemental, etc. etc. Ça, c'est vraiment important de distinguer qu'il y a du multiniveau, mais qu'en plus, selon la nature et l'objectif de l'organisation politique, la confiance ne sera pas forcément dans le même type d'évolution. Et du coup, il y a ce grand débat, donc les démocraties en crise, que je vous ai dit, donc le fait qu'il y ait une perte de confiance dans le politique sur du temps très très long et qui ferait que nos démocraties libérales seraient potentiellement en perdition. Versus la thèse alternative, c'est celle qu'en fait, on a des sortes de problèmes de mesure, puisque les acteurs des débuts de mesure ne sont pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. On s'est habitué à un certain standing de démocratie, et c'est qu'en fait, on aurait des citoyens qui sont beaucoup plus exigeants envers le politique, et du coup, ça génère juste, c'est un biais de mesure, quoi, juste une dégradation de la mesure de la confiance à travers le temps. On va zoomer un petit peu au cas de la France pour illustrer les différents éléments que je vous ai dit. Donc là, vous avez la confiance, je ne vais pas tout vous présenter dans ce graphe, la confiance envers des grandes organisations politiques en France, avec, vous en doutez, celles qui sont plutôt au niveau national et à la définition, on va dire, des grandes lignes directrices dans le bas du graphe, et celles qui sont plutôt locales et dans la mise en œuvre dans le haut du graphe. Vous voyez qu'il y a une forme d'intégration entre certaines de ces courbes et qu'il y a de la fluctuation sur du court terme. D'accord ? Et donc, on va essayer d'étudier pourquoi et pour quels effets. Là, il y a 2 grandes approches qui permettent de l'expliquer. D'une part, une approche plutôt culturaliste qui va consister à dire qu'en fait, on grandit et dans nos jeunes années, on va définir une sorte d'habitus qui va, en fait, cette socialisation va déployer notre niveau naturel de confiance envers autrui et envers du politique, et ça va durer dans le temps. Quelque chose de quasi donné qui variera peu, et qui, en fait, permet de comprendre les évolutions de grandes périodes de politique dans le temps très très long. Donc ça permet d'expliquer cette stabilité potentielle. Et ensuite, il y en a une autre, celle qu'on va étudier plutôt ensemble aujourd'hui, une approche plus institutionnaliste,
qui vise à comprendre plutôt de la fluctuation sur du court terme et qui fait le lien en fait entre organisation politique et efficacité. Et avec cette idée que la confiance, elle est heuristique. Le concitoyen, il doit prendre des décisions face à énormément... le concitoyen, je dis, mais moi aussi, nous tous, on doit prendre des décisions dans beaucoup de domaines différents lorsqu'on vote ou qu'on prend place dans le domaine public, qu'on ne maîtrise pas forcément et qui sont très compliqués. Et la confiance, au final, dans notre logiciel pour prendre une décision, c'est une sorte de proxy pour prendre cette décision. On fait confiance à l'autorité dite compétente et dès lors, je vais la suivre ou non. Quand on va chez le médecin, on ne refait pas le diagnostic avec lui. On va prendre les médicaments parce qu'on a confiance dans le médecin. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est clair ? C'est un peu cette idée-là, l'idée de l'approche institutionnaliste. Elle permet d'expliquer du coup de la fluctuation sur du court terme, etc., qu'on a pu voir, typiquement celle qu'on a pu voir dans le graphe précédent. Et l'idée sous-jacente, c'est de se dire qu'une perception, que la baisse d'une perception de la performance de la politique publique va générer une baisse de la confiance et du coup très probablement un effet auto-entraînant négatif qu'on voudrait éviter. Or, on a des difficultés empiriques, je l'ai souligné rapidement tout à l'heure avec la méta-analyse de 2024, c'est d'isoler l'effet de la confiance. On a beaucoup d'études corrélationnelles, mais on vient de voir qu'il y avait beaucoup de phénomènes de feedback. Et du coup, se poser la question d'arriver à le faire, et du coup, celui de l'expérimentation. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai pu le faire grâce au choc politique qu'on a connu en France récemment suite à la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai lancé un sondage dans lequel je posais des questions sur la confiance à des concitoyens. Et ce sondage, on l'a diffusé juste avant le gouvernement Barnier, et donc juste après la dissolution. Et ensuite, on a reconduit le même sondage lorsque le gouvernement Barnier est parti auprès exactement des mêmes citoyens. Et on s'est dit, du coup, ce gouvernement Barnier, cette période-là, c'est notre traitement d'instabilité politique, notre choc politique, qui devrait affecter notre confiance. Et on peut mesurer, du coup, de manière causale, l'impact sur la confiance. Et ensuite, du coup, de regarder l'impact de la confiance sur un outcome qui nous intéresse de politique publique. Donc c'est ça qu'on a fait, c'est ce que vous voyez en gros dans le diagramme acyclique que j'ai mis juste en dessous. On a mesuré du coup 3 types de préférences politiques. Celle de rafraîchissement, on est dans l'ère grenobloise, d'accord. C'est important juste que je vous les mentionne, en fait il y en a 3 différentes, parce qu'en fait elles sont censées être stables dans le temps long. C'est 3 éléments qui sont fortement débattus depuis longtemps dans Grenoble. Je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui connaissent Grenoble. Très bien. Donc les 2 gros stéréotypes de Grenoble, c'est que là, bientôt, on va tous aller faire du ski de rando avant d'aller au boulot, et que cet été, on va être dans une cuvette dans laquelle on va avoir trop chaud. Du coup, la question du rafraîchissement, elle est vraiment importante dans Grenoble. Et il y a 3 grandes façons d'y répondre. La première, c'est de créer un lac artificiel, en fait, qui a existé, mais de le réhabiliter dans le sud de la métropole, vers Échirolles, etc., pour ceux qui connaissent. La seconde, c'est que Grenoble, elle est enchâssée entre ces 3 massifs montagneux, mais également entre 2 rivières, le Drac et l'Isère. Du coup, on s'est dit, historiquement, ces rivières elles ont servi à beaucoup pour l'industrie, mais on s'est dit on pourrait utiliser également des bras pour se rafraîchir, comme ça se fait dans de plus en plus de grandes villes à travers l'Europe. Donc ça, c'est la deuxième préférence qu'on va mesurer. Et la troisième, c'est le développement d'espaces dans la ville dans lequel on peut se rafraîchir avec des brumisateurs, des fontaines, etc., ce qui est également peu développé dans la ville. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est évoqué depuis très très longtemps dans Grenoble. D'accord ? Donc c'est important pour notre design parce que ça montre, on se dit qu'il y a quand même une certaine stabilité dans la préférence des acteurs avant nos chocs. Et donc ce qu'on va essayer de mesurer, c'est ce que vous voyez là, l'impact de l'instabilité politique sur les préférences politiques, en l'hypothèse qu'il y aura un effet direct négatif, et ensuite un autre effet qui sera négatif, mais indirect cette fois-ci via le média confiance politique. Et on a fait un petit placebo, on a également posé des questions sur les confiances envers autrui, parce qu'on sait quels sont les 2 corrélés. Donc notre hypothèse, c'est de se dire qu'il doit y avoir un effet avec la confiance politique, mais pas en regardant la confiance envers autrui, et comme ça on est sûr qu'on a le mécanisme qu'on voulait observer, en plus de tout le design. Juste rapidement, très rapidement, un rappel des grands événements pour présenter également ce sondage. Donc le 9 juin, je suis désolé, je l'ai juste traduit de l'anglais, du coup les mois sont avant les jours.
Le 9 juin, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale par le président. Ensuite, à la fin du mois et début juillet, il y a eu les 2 tours de ces élections législatives qui ont donné les résultats que vous avez eus. Ensuite, on a eu là la plus longue période dans l'histoire française. C'est important d'avoir en tête les chocs parce que c'est important dans notre argument. On est vraiment dans un élément déclencheur. C'est la plus longue période dans l'histoire de la Ve République avec un gouvernement d'intermittence. Le gouvernement Barnier est arrivé le 20 septembre et nous, on a lancé le sondage le 6, juste après sa nomination, et on l'a arrêté juste avant l'apparition, ou peut-être quelques jours après la nomination. Et le 4 décembre, il y a eu la motion de censure. Il y en a eu très peu dans notre Ve République, et encore moins qui... Non, il y en a eu beaucoup, pardon, mais très peu qui ont été menés au bout. Et ensuite, le 13 décembre, il a démissionné. François Bayrou est venu le remplacer. Et nous, on a commencé la collecte du coup de la seconde vague 2 semaines après, pendant 1 mois. Donc ça, c'est important juste pour souligner que c'est un élément déclencheur. Du coup, on s'attend à ce que ça ait un effet auprès des citoyens. Et maintenant, je vous propose d'aller voir ce qui se passe en termes de préférence pour le rafraîchissement suite à cet événement. Donc, on a un impact global qui est négatif sur les 3 types de mesures de politique publique. Vous voyez la préférence pour le lac, pour la rivière et puis pour le développement d'aires de rafraîchissement dans la ville. L'instabilité institutionnelle qui est mentionnée ici, c'est la période du gouvernement Barnier, notre traitement. Voilà. Donc si vous voulez, après on pourra parler de l'économétrie plus dans le détail, si vous voulez, dans le Q&A, mais peut-être pas tout de suite. Donc un effet global négatif. Ici, vous avez, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, l'évolution de cette confiance, parce que je n'ai pas le temps de vous présenter plein de faits stylisés et puis les covariables qui pourraient affecter cette confiance. Mais grosso modo, là, vous l'avez, donc on l'a mesuré sur une échelle de Likert de 1 à 5, avant, après. Donc sur la gauche, vous avez la distribution de cette confiance avant, du coup, et sur la droite, vous l'avez à droite, vous l'avez après. Et je vous ai fait un diagramme alluvial pour voir en fait comment changer les préférences des acteurs. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a surtout en fait un phénomène de baisse, mais c'est assez logique, mais pour les personnes qui avaient initialement beaucoup confiance. D'accord ? Quand on contrôle par cet effet high trust, les résultats demeurent. D'accord ? Donc ça, c'est assez important, et on a relativement peu de cas statistiquement où il y a l'effet inverse, des gens qui vont avoir plus confiance après qu'avant. Ça vaut ce que ça vaut de la comparaison de moyenne avec du Likert, mais juste pour que vous ayez un ordre d'idée, globalement, il y a environ une baisse de 5% de la confiance sur l'ensemble de l'échantillon, et quand on regarde que l'échantillon avec les personnes qui avaient une forte confiance ex ante, la baisse, elle est d'environ 20%, un petit peu moins. Maintenant, on va regarder l'impact négatif de la confiance. Donc, je vous l'avais dit, on a mis en place un effet placebo. Donc, on a vu qu'on avait, dans un premier temps, là vous le voyez, c'est la colonne de gauche, un effet négatif du gouvernement Barnier sur la confiance politique, d'accord, qui est fortement significatif. Et ensuite, on s'est demandé s'il n'y avait pas également, enfin, on est obligé de contrôler, s'il n'y a pas quelque chose qui est lié à l'entre-soi dans Grenoble pour x, y raison, d'accord. Donc on a regardé s'il y avait bien une corrélation entre la confiance sociale et la confiance politique, comme c'est vu dans l'ensemble de la littérature, et c'est le cas, c'est ce que vous voyez avec la deuxième colonne du graphique. Par contre, on voit bien que la période Barnier n'a pas eu d'effet sur la confiance sociale, ce qui confirme le mécanisme explicatif, ce qui tend à rapprocher une évidence sur le mécanisme explicatif que je suggérais tout à l'heure. Alors, ce qu'on a fait, c'est du coup, on a voulu distinguer les effets pour voir si l'effet direct était plus fort que l'effet via la confiance, puisqu'on parle beaucoup de cette confiance. On a d'abord commencé par un modèle en GSM. Du coup, on voit que en moyenne, en fait, donc là, c'est dans le cas du rafraîchissement urbain, c'est celui où les résultats sont les plus nets. L'effet via la confiance, il est un peu plus faible que celui qui est direct. Et lorsqu'on veut comparer vraiment stricto sensu les effets directs et indirects, là j'ai proposé 2 méthodes dont on pourra parler. La première, c'est via le GSM. La deuxième, c'est toujours avec un mécanisme causal, avec l'approche dite par les potential outcomes. On se rend compte qu'en fait, l'effet indirect, c'est ça qui est important, je pense, à retenir comme fait stylisé,
L'effet indirect via la confiance, il est d'environ 15% de l'ensemble de l'effet. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose qui a de la magnitude, mais c'est quand même important de garder en tête également cet effet direct lorsqu'on veut décomposer tout ça. Donc voilà, c'était ma perspective sur les changements, les dynamiques institutionnelles et la transition environnementale. Je vais bientôt vous donner, j'aimerais bien bientôt connaître la vôtre, mais juste avant d'interagir avec vous, je voudrais revenir sur le point de départ qui me semble vraiment important. Actuellement, je crois qu'on est en train vraiment de vivre un moment particulier du changement institutionnel. Il y a un des premiers papiers de thèse que j'ai lu, un des premiers papiers que j'ai lu pendant ma thèse, de Gérard Rolland, qui est un économiste de Berkeley, qui est très connu pour l'étude des transitions, mais des grands systèmes économiques. Donc lui, le capitalisme, la période soviétique, etc., qui m'a beaucoup inspiré, parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui étudie les transitions, ça vaut le coup de regarder, même pour les transitions environnementales. Et il a écrit un papier en 2004, que je vous invite à voir si vous ne l'avez jamais lu. Il s'appelle Fast Moving and Slow Moving Institutions, qui est vraiment intéressant, parce qu'il met l'accent sur, à mon avis, la période historique qu'on est en train de vivre. Il y a des institutions, on dit souvent qu'elles ne changent pas, ou sur du très 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 long terme, ou éventuellement de manière incrémentale. Mais c'est ce qui se passe aux États-Unis, ce qu'on voit également en ce moment suite à la dissolution en France. Ces institutions qui changent peu dans du temps très très long, au moment où elles changent, elles peuvent changer très rapidement. Et lui, il offre une bonne typologie et il met en avant les mécanismes explicatifs pour chacune de ces configurations, que je trouve énormément d'actualité. Ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est que cette période qu'on est en train de vivre, elle pouvait représenter deux freins pour des transitions environnementales. D'une part, à cause de l'accroissement de ces interactions entre institutions, c'est les réseaux qu'on a vus tout à l'heure, qui viendraient d'un accroissement de l'incohérence globale de la gouvernance. Et d'autre part, via le développement de l'instabilité politique qui pourrait générer, d'une part, des effets directs qu'on a vus qui sont très significatifs, et également une perte de confiance qui pourrait réduire la transition. Surtout que cette perte de confiance, elle est importante par rapport à ce que je vous ai montré, à remodérer. Je pense que le design que nous, on a dans notre étude, il est plutôt conservateur. Il tend à sous-estimer l'effet. Pour deux principales raisons. D'une part, il y a le time frame. Vraiment, on a une mesure sur une très courte période de temps. Et la confiance, ce n'est pas quelque chose qui s'affecte en aussi peu de temps. Donc ça, c'est assez important. Donc je pense qu'on sous-estime d'une part à cause de ça. Mais du coup, ça montre que c'est quand même un levier important. Et d'autre part, on a essayé de jouer avec les échelles. C'est-à-dire que le choc politique, il était à un niveau national. Vous vous rappelez ce que je vous ai montré avec les différents niveaux de confiance en France. Mais on a mesuré son impact et sa magnitude au niveau local. On a posé la question de la confiance envers les administrations publiques locales pour gérer l'eau. Donc on a également un degré de confiance qui est transversal. Donc l'étude, c'est pour ça que je dis qu'elle est assez conservatrice, parce d'une part, on a ce petit time frame, et d'autre part, on est sur, si vous voulez, dans le spectre politique, sur des choses très très loin l'une de l'autre. Mais c'est aussi, je pense, qui la rend intéressante. On montre à quel point ces chocs peuvent déstabiliser une partie importante de notre société. Comme c'est un mercredi soir, il fait nuit, je m'étais dit qu'on n'allait quand même pas finir que sur des notes négatives. Et je vous invite à réécouter Led Zeppelin, qui nous montre que quand même sur du temps long, qui nous rappelle sur du temps long, on peut quand même avoir le choix et puis trouver des situations plus agréables. Bonsoir, merci pour la conférence tout d'abord. Et j'avais une première question justement, c'est l'impact d'une politique nationale d'une instabilité nationale sur des politiques locales. Est-ce qu'il y a moyen de faire la même chose mais à un niveau plus local pour avoir des politiques, pour mesurer un impact plus réaliste? Parce que notamment en Suisse, il me semble que vous êtes passé par la Suisse. Il y a, la plupart des politiques se font au niveau du canton. Donc si ça se trouve, il y a moyen de, je ne sais pas, mesurer un changement d'élection au niveau fédéral et vérifier au niveau local la confiance. Et j'avais une deuxième question qui est un peu
plus littéraire, sur la littérature, j'avais lu un livre de Cahan et Société de défiance, le nom du livre. Et globalement, si je me souviens bien de leur conclusion, c'était que ce qui créait de la défiance dans les sociétés, c'était surtout les barrières de marché. Donc plus les marchés étaient libres, plus il y avait de la confiance dans la société. Est-ce que c'est toujours d'actualité, puisque le livre a presque 20 ans, ou est-ce que maintenant on a une approche qui est beaucoup plus qui est différente? Voilà, merci. Merci pour les deux questions. Je vais les prendre dans l'ordre avec lesquels elles ont été posées. Je reformule juste la première parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Ce que vous releviez, c'est que moi je regardais un choc à l'échelon national et je mesurais la confiance au niveau local. Et en gros, vous posiez la question de est-ce que l'effet ne serait pas plus fort si on regardait le choc à un niveau plus local, en prenant l'exemple là du coup de la Suisse, qui est un État fédéral avec beaucoup de politique publique qui est faite au niveau cantonal. Et du coup, de voir si ça ne faisait pas un effet médiateur avec l'effet fédéral. C'est ça ? Ok. C'est fort probable, effectivement, puisque là, on a une causalité qui est plus proche. Donc, je vous rejoins. Mais nous, une des idées qu'on avait avec ce papier, qui est liée à la tribune, c'était de dire quelque chose qui se passe justement à cet échelon national, en France, dans un État très centralisé, etc. Et ça a quand même de l'effet au niveau très, très local. Et que du coup, il ne faut pas ne pas le regarder. Et c'était du coup, l'argument, c'est de dire qu'il y avait des effets indirects de cette instabilité politique nationale, même dans la mise en œuvre et l'efficacité des politiques locales. Donc je pense que vous avez raison. C'est juste là, on ne l'a pas regardé parce qu'on essaie plutôt de montrer l'inverse et de montrer qu'en regardant deux éléments de spectre très loin dans le spectre politique l'un de l'autre, il y avait quand même un effet de diffusion ou un canal qui pouvait exister. C'est clair ? Merveilleux. Et du coup, sur la revue de littérature et le livre d'Algan et Cahuc, c'est un livre en fait qui est beaucoup inspiré de la pensée de Haguion, que j'ai cité au tout début, puisque vous parliez de ma revue de littérature, qui s'intéresse à la façon dont les gens ont confiance en eux et comment ça va affecter de la politique publique, les uns envers les autres. Donc on est plutôt sur la question de la confiance sociale. Et il y a un livre également plus vieux dont j'ai oublié le titre, qui traite également de la même chose en France et qui vise à expliquer pourquoi la France est une société de défiance, etc. Et en fait, mais là c'est juste qu'on n'a pas tout à fait le même objectif. Déjà, on n'observe pas le même type de confiance. Et l'enjeu du livre d'Algan et Cahuc, c'est de comprendre un peu à la Semoglou la prospérité en fait. Et nous, c'était plutôt de l'adhésion et de la fluidité dans le processus de politique publique. Donc, je pense que les deux explications sont complémentaires. C'est la confiance compte, mais là, je ne vais pas regarder le même domaine d'action que les deux auteurs. Je suis désolé si je botte un peu en touche là, mais on ne regarde pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je vais descendre un peu plus, je vais être un peu plus prosaïque dans mes questions. Je me pose la question de la méthode que vous avez utilisée pour comparer ces données des jurés et de facto. Enfin, la comparaison des deux types de comment on peut dire ça, d'observation de la confiance, voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et j'ai une autre question, en fait, relative aux individus, aux décisions individuelles. Parce que du coup, c'est vrai que vous mettez l'accent sur le niveau institutionnel. Alors, je comprends dans l'approche, mais ça fait que les économistes peuvent être frustrés quand ils aiment bien partir des décisions individuelles. Et du coup, quand vous présentez les résultats, c'est des données autodéclarées sur la confiance. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous contrôlez par des caractéristiques individuelles? Comment vous gérez cette question-là? Voilà, merci. Okay. Je vais répondre à la deuxième. On a un effet fixe par individu, grosso modo. Donc les caractéristiques individuelles, elles sont prises en compte pour l'ensemble des résultats. C'est pour ça que je me suis permis de montrer que le phénomène qui nous intéressait. Et après, dans le papier qui est en cours, on va regarder les covariables plus précisément pour essayer d'en avoir
d'avoir un peu plus d'informations. Mais effectivement, voilà. Donc on essaie de tenir, on prend en compte l'hétérogénéité de nos acteurs. Et sur la première question, le de jure et de facto, donc là c'est sur l'approche très institutionnaliste, c'est pas sur la confiance elle-même. Ces deux réseaux, je suis désolé, j'ai pas dû être assez clair, c'est deux réseaux de règles en fait qu'on a construits. Donc là la confiance elle n'intervient pas encore. Ce qui nous intéresse à ce moment-là, c'est la cohérence entre les politiques publiques. Et on fait l'hypothèse que la façon dont elles sont coordonnées ou pas coordonnées va affecter cette cohérence d'ensemble. Et pour essayer de mesurer en gros la part de politique publique qui n'est pas coordonnée, on utilise ces deux types de réseaux que vous avez bien identifiés, le de facto, qui nous permet de mettre en avant en fait toutes les politiques publiques qui ensemble vont réguler un même usage, d'accord, donc qui peuvent s'affecter l'une l'autre, être en complémentarité ou non. Et d'autre part, ce réseau de jure qui cette fois-ci regarde la façon dont dans la loi, on coordonne les politiques publiques entre elles. Et on fait l'hypothèse que plus il y a de la disparité entre ces deux réseaux, en particulier le fait que celui de facto soit beaucoup plus dense que celui de jure, plus il y a de place pour de l'incohérence entre nos politiques publiques. Et là, oui, d'accord, on est loin des individus. C'est pour ça qu'un des enjeux derrière, c'est d'arriver à retomber sur de la décision, voir comment ça les affecte, et même sur la outcome, en fait. Mais c'est dur à mesurer. Bonsoir Thomas, on se connaît, on s'est déjà vu il y a très longtemps. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'approche par les dynamiques institutionnelles, mais tu me dis si je me trompe, c'est très micro et une sélection des institutions un petit peu par l'efficacité. Et quand il n'y a pas complémentarité, c'est qu'ensemble, elles ne sont pas efficaces. Et il y a d'autres courants chez les institutionnalistes qui considèrent que les institutions changent parce qu'il y a des groupes politiques, en fait, qui font changer les institutions pour se maintenir un petit peu en situation de force. Et est-ce que l'absence de complémentarité, des réglementations environnementales ne sont pas efficaces parce que derrière, il y a un groupe social suffisamment dominant pour élaborer ces règles qui sont produites en fait par des gens. Ouais, merci de la question. Et c'est effectivement ça, hein, la limite de cette approche. Hein, on est rentré par l'efficacité et c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et il y a d'autres approches des institutions, notamment celles qui mettent en avant plus le rôle du pouvoir. Et bon, là que je ne le traite pas, mais il y a d'autres auteurs dans la littérature qui le font, notamment Philippe Train, ça peut t'intéresser, qui en fait a essayé d'étudier dans quelle mesure les acteurs allaient en fait favoriser en politique publique, ils appellent ça de l'intégration de politique publique, quand elles sont en cohérence entre elles, en se développant. Comment en fait des acteurs allaient produire de la norme, mais sans qu'elle soit efficace, mais au contraire pour se maintenir. Il y a également CNIL qui a eu deux gros projets où ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils parlent de policy accumulation, qui est vraiment en lien avec ce que tu dis, hein, le fait qu'on produise des groupes politiques produisent de la norme pour rester dominants, et ils sont capables de la produire parce qu'ils sont déjà dominants. Et en fait, ils mettent ça en lien avec des déficits démocratiques derrière. Donc, si tu veux, après, je pourrais te donner les références, mais c'est grosso modo, l'intuition, c'est celle que tu as. Ouais. Mais après, je pense que les approches, elles sont complémentaires. Merci beaucoup Thomas pour ta conférence. Moi j'avais deux petites questions juste pour bien comprendre. C'était la question de savoir la mesure que vous avez faite, la question qui était posée concernait l'efficacité des politiques publiques, ou plus précisément la question de la transition, ou plus précisément la question du double choix de rafraîchissement de Grenoble l'été. J'ai pas très bien compris ce qui était vraiment questionné, ou s'il y avait peut-être plusieurs questions concernant cette confiance. Et mon interrogation, c'était aussi le laps de temps. Pourquoi entre, donc si j'ai bien compris, c'est le moment de la dissolution, jusqu'à la mise en place du gouvernement Barnier. Si j'ai bien compris, le laps de temps qui a été pris dans cette étude? Non, c'est du début du gouvernement Barnier jusqu'à 3 semaines après sa fin. D'accord. Ben, c'est la même question, c'est pourquoi ce choix-là par rapport justement quand tu parles de choc institutionnel ou de choc politique? Ok.
Donc merci d'avoir posé la question des questions. Et je suis désolé, en fait, j'aurais quand même dû l'énoncer et je me rends compte que je ne l'ai pas fait. Le survey, donc il y a une batterie de questions, hein, il y en a une quarantaine, mais il y en a 3 qui ont été utilisées ici. Donc on a posé les questions sur la confiance sociale et politique. Et on s'est calé sur ce qui est fait sur le World Value Survey. On a posé la question sur une échelle de 1 à 5. Dans quelle mesure avez-vous confiance envers autrui? Donc ça, c'est la mesure de la confiance sociale. Et ensuite, pour la confiance politique, on a demandé dans quelle mesure avez-vous confiance dans les administrations publiques pour gérer l'eau. Ça, c'est pour la mesure de la confiance politique. Et ensuite, sur les préférences de politique publique, toujours sur une échelle de 1 à 5, on a demandé, d'une part, êtes-vous en faveur, dans quelle mesure êtes-vous en faveur du déploiement de lacs artificiels? La même question en remplaçant lac artificiel par le déploiement de zones de rafraîchissement urbain, et la même avec l'aménagement des berges. Voilà. Et, ouais, ah oui, pardon. Et le laps de temps, en fait, je pense que c'est purement méthodologique, c'est pour nous permettre d'isoler l'effet de l'instabilité. Et voilà. Alors ça conduit, à mon avis, à minimiser l'impact sur la confiance, mais ça permet de correctement dire la perte de confiance, enfin la variation de confiance qu'on observe, elle est due à ce choc. Et si tu veux des choses plus larges, il y a beaucoup d'études corrélationnelles qui ont des temps plus longs, etc. Merci aussi pour la conférence, c'était très intéressant. Par rapport au choc dont vous avez parlé de confiance dans les institutions, je me demandais si c'était uniquement lié à ça, ou en tout cas, ou comment vous faites la corrélation avec aussi des mouvements qui amènent peut-être ces chocs institutionnels, comme la polarisation actuelle dans la société. Est-ce que vous arrivez à relier plus largement à des évolutions et à prendre en compte aussi la question du conflit, voilà, qui était peut-être pas forcément visible là dans la présentation. Donc, ouais, je vous remercie. En fait, ces questions, elles sont vraiment intéressantes parce que je pense qu'elles légitiment ce type de recherche. Elles montrent à quel point la confiance, elle est importante dans une société. Elle a une diversité d'impacts et de causes. D'accord ? Et nous, ce qu'on a voulu faire, notre intention, je le dis comme ça permet de mieux comprendre peut-être notre perspective. Ça, j'en suis complètement d'accord. Et nous, notre objectif ici, c'était de vraiment voir comment un seul de ces canaux était activé et dans quelle mesure il l'était. Je pense que c'est pour ça que ça peut donner l'impression de l'extérieur que c'est très réduit alors qu'on est sur des questions et des vocables beaucoup plus larges. Donc ça, c'est la réponse d'ensemble à cette critique, parce qu'en fait, on vise précisément à avoir qu'une petite partie de l'éléphant. Et du coup, en fait, tout le design que j'ai présenté, en fait, il vise à faire l'opposé de ce que tu me dis, qui est, du coup, effectivement, on contrôle pour l'hétérogénéité des acteurs, on a bien regardé que la confiance sociale, elle ne bougeait pas en même temps, et on le contrôle également, on regarde les niveaux de confiance ex ante, ex post, etc. Donc, en fait, dans la recherche, on fait l'exact opposé. Après, on est quand même un peu curieux. Du coup, il y a d'autres éléments qu'on essaie de regarder. S'il n'y avait pas des covariables en fait, qui ont des effets, d'abord des effets en termes d'interaction, ça nous semblait intéressant, il y en a très très peu en interaction, et juste des covariables ensuite à côté, quoi. En interaction, c'était intéressant en fait, parce que ça vise à montrer que ce choc, il va s'augmenter selon certaines variables. Et en l'occurrence, c'est la seule qui ressort, qui est assez logique, c'est le fait qu'ex ante, on avait beaucoup de confiance dans les institutions de politique publique. C'est plutôt ces catégories de personnes qui ont été le plus affectées par ce choc-là. Après, sur les covariables, on s'est rendu compte que c'est assez aligné avec la littérature, il n'y a pas de surprise, mais que la perception des inégalités avait un effet, le genre a un effet. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est que les niveaux d'éducation ne sont pas du tout corrélés.
Le type d'éducation également, parce qu'on a regardé les types d'éducation, c'est des questions liées un peu à la ressource en eau, et on sait que sur ces questions d'environnement, le fait d'avoir une sorte de sensibilité à la ressource d'une part, qu'on a mesuré sans effet également, et une connaissance du domaine en général a un impact sur le support politique. Ça n'en a pas non plus, pour l'instant, et le revenu non plus. Et la satisfaction de vie, par contre, a un effet aussi. Mais pas d'interaction, hein. D'accord, c'est... Oui, merci. Ma question est reliée à la précédente. Donc là, dans ces études, sont mis en exergue donc le rôle de l'instabilité politique, donc un phénomène ponctuel, sur la confiance politique. On voit qu'il y a un effet négatif. Donc, un premier point, c'est que en fait, cette instabilité politique, ça s'inscrit dans un phénomène plus grand qui est la défiance globale des gens envers le gouvernement, les gouvernements, la capacité à mener des actions positives, la capacité de mener des actions positives pour moi. On le voit notamment aux États-Unis. Je me base sur les études d'Alesina Stankeva qui montrent que la défiance croît. Donc ma question, c'est comment traiter cette question-là, le fait que la défiance croît, plus que se baser sur un phénomène ponctuel. Et ma deuxième question, c'est, donc, on voit bien qu'il y a un effet sur la confiance, mais ce n'est pas très clair pour moi de passer à l'étape suivante, à savoir l'effet de la confiance politique sur les transitions écologiques. Donc il est montré, par exemple, dans cette étude, que la baisse de la confiance politique a un impact négatif sur la perception des projets à Grenoble. Mais comment, plus globalement, je ne vois pas très bien le lien, en fait, entre la baisse de la confiance politique et le frein potentiel en termes de transition écologique. Okay. Du coup, je commence par la seconde. En fait, le point, c'est que sur ces transitions écologiques, pour le concitoyen, c'est ce qu'on va appeler des décisions plutôt coûteuses et vers de l'incertain. Et la confiance, elle a un fort impact sur ce type de prise de décision en termes de support et d'acceptabilité des politiques publiques. Donc, typiquement, dans une autre étude de l'équipe, de l'équipe qui était citée dans la tribune qu'on a signée ensemble, elle porte sur le soutien aux éoliens, à l'éolien, et on se rend compte qu'à nouveau, la confiance va avoir un effet médiateur entre l'appartenance politique, les perspectives politiques d'une part, et d'autre part le soutien à de l'éolien. Donc ils l'ont mis en exergue en fait juste en regardant les effets marginaux selon qu'on prenne en compte ou non le rôle de la confiance politique. Et il y a une batterie d'études qui vise à faire ça. Et c'est pour ça que je parlais de ce survey de Vandenberg de 2016 qui, à mon avis, est assez intéressant là-dessus. Donc c'est ça le principal phénomène, en fait. C'est des décisions coûteuses, d'incertitude, et la confiance, elle est vraiment importante comme driver, en fait, de l'acceptabilité de ce type de politique publique. Voilà. Ensuite, sur les phénomènes beaucoup plus larges, sur la tendance en fait, de long terme, c'est un peu ça, et la magnitude du choc, je parlais des États-Unis, c'est sans commune mesure avec ce qu'on est en train de connaître, il n'y a pas de solution. Mais je pense que, ce que j'ai vu plutôt, ce qui en ressortirait, c'est effectivement des choses qui nous intéressent, hein, c'est que il peut y avoir en anglais, pour parler des politiques publiques, il y a 3 grands mots. Il y a politics, donc c'est vraiment en français c'est le rôle des rapports de force. Il y a policy, c'est la mise en œuvre d'une politique publique, etc. Et le polity, qui est vraiment tout l'aspect, on va dire, administratif, institutionnel, mais pas au sens où je le disais ici, mais organisationnel et l'organisation de l'ensemble de l'État. Et on sait que le polity a un effet très très fort sur la confiance et sur sa détermination. Donc typiquement, la bataille qui est en train de se jouer aux États-Unis entre le Congrès et Trump est ultra déterminant dans ce que vous êtes en train de dire et de mentionner. Après, d'autres éléments, il y a la diversité d'informations. Il y a le choix politique, c'est quelque chose qui ressort souvent dans beaucoup d'études en sciences politiques et ou en économie politique sur ces éléments-là de confiance et de changement. Donc
Donc, mais ça, on est dans un jeu endogène, hein, parce qu'avec Trump, il est en train de casser tout ça en même temps, par les États-Unis. Ouais. Oui, merci. J'ai un commentaire. Vous n'avez pas du tout parlé de légitimité. Et je pense que, en fait, la confiance, elle est dans un processus de gouvernance. Et du coup, le grand enjeu de votre étude, c'est justement de montrer ces liens multiniveaux, parce que c'est très compliqué. Mais les politiques publiques sont de plus en plus décentralisées. Et à l'échelle locale, aussi bien au niveau de la cohérence, parce qu'il y a quand même de l'opposabilité de certains documents sur d'autres, et il y a quand même un gros effort de concertation, de discussion, qui d'ailleurs épuise les services publics à passer des réunions, etc., qui fait que quand même, je serais moins négative que vous sur le côté, il n'y a pas de cohérence, parce que quand on est à l'échelle d'un territoire plus restreint, il y a un effort de cohérence, et je pense que les citoyens, ils sont sensibles quand on est à l'échelle d'une commune ou à cette cohérence, et surtout à la légitimité de l'acteur qui porte la mise en œuvre. Selon nous, on a vu, selon que c'est l'agence de l'eau, selon que c'est le conservatoire du littoral ou selon que c'est la commune, c'est pas du tout la même vision. Et du coup, là, je trouve que le grand absent, c'est vraiment la modalité de gouvernance et l'organisation du dispositif de gouvernance qui va influencer avec comment dire, le risque qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une baisse de confiance des gens dans les experts. Au-delà, parce que là, vous parlez des politiques, et plutôt au sens de gauche-droite, enfin d'acteurs politiques. Mais il y a aussi la question des gens qui ne croient plus dans les documents, dans un certain nombre de choses, hein, tous les climato-sceptiques, etc. Et aussi la question du rôle des experts là-dedans et des principes de justice. Est-ce que les gens trouvent que c'est juste ou pas qu'on fasse comme ça? Est-ce qu'ils trouvent que c'est juste parce qu'on a suffisamment consulté? Et je pense qu'il y a pour moi un effet beaucoup plus global finalement de ce qui va faire qu'il y a confiance ou pas. Et surtout avec des différences à l'échelle locale et nationale. Ouais, merci. Ça permet d'élargir. Donc, je vais remettre la même réponse que tout à l'heure en disant que nous, on a essayé de regarder quelque chose de très précis. Donc, effectivement, on est aveugle de ça. Et il y a effectivement beaucoup de la littérature qui montre que la perception de l'efficacité d'une politique publique, c'est important en termes de confiance, mais également la légitimité, l'équité de la politique publique. Donc, ce que je vous disais, typiquement, dans les faits stylisés qu'on a regardé avec l'éco-variable, l'équité, elle revenait également, elle avait un effet. Donc ça, c'est vrai, je ne le nie pas, c'est juste qu'on a essayé de regarder quelque chose d'autre. Sur la question de la légitimité, à mon avis, là, les approches vraiment intéressantes, plus qu'institutionnalistes, telles que celles que j'ai... Parce que moi, je présentais un institutionnaliste particulier, hein, il y en a 3, et donc là, je suis plutôt dans celui qui est fonctionnaliste. Mais il y a tout ce courant de pensée que j'ai cité sur l'explication culturaliste, en fait, et le rôle de la socialisation dans la confiance. Je pense qu'il apporterait beaucoup de réponses à ce que vous venez d'évoquer. Donc là, c'est vraiment cette idée que la socialisation, la façon dont on a été formé, jeune, etc., va affecter en fait notre je sais pas trop, jauge de confiance en fait pour le reste de notre vie, avec de la variation, mais beaucoup aura été posé auparavant parce que voilà, on a grandi comme ça. Et, avec de la variation qui peut être expliquée par l'expérience au cours de la vie, etc., mais beaucoup qui est fait en amont de ce point de vue-là. Donc là, à mon avis, vous aurez beaucoup de... Je pourrais vous redonner les références après, si vous voulez. Ensuite, sur la question des acteurs, j'ai essayé de le souligner tout à l'heure, mais voilà, les effets de confiance, la confiance évolue pas de la même manière selon le type d'acteur. J'ai essayé de le montrer avec l'étude de 2025 de Valgarsten, qui montre qu'en fait, la confiance dans le politique général, plutôt au niveau national, le parti politique, etc., a tendance à décroître depuis les années 90 dans l'ensemble du globe, mais en particulier, et notamment dans les pays de l'OCDE, alors que celle envers des acteurs plus proches tend à se maintenir, voire légèrement augmenter. D'accord ? Et lui, il regardait les services publics locaux et la police, et le troisième, je suis désolé, je l'ai oublié. Et c'est... Pardon ? Ah ouais, le système légal, ouais, merci beaucoup. Ah ouais. Il y avait 2 mots-clés. Et après, sur également là, le graphe que je vous ai montré du CEVIPOF qui montrait l'évolution de la confiance en France, donc on voyait que
il y a de l'intégration entre les courbes, mais on voit qu'il y a quand même des acteurs qui ont beaucoup plus de confiance qui leur est attribuée que d'autres. Donc tout en bas, c'était vraiment parti politique, des individus particuliers, etc. Et tout en haut, c'était plutôt des services de proximité, etc. Donc ça, vous avez raison, il y a de la variation. Et, ouais. Mais nous, ce qu'on a essayé de montrer, c'était... Ouais, voilà. C'était l'impact du national sur le local. Parce que je travaille beaucoup, ça a été dit dans l'info, au début, auprès de décideurs politiques, etc., locaux. Et au bout d'un moment, et mes collègues, eux, c'est sur l'énergie. J'ai dit, ce qui est en train de se passer, est-ce que ça ne va pas tout casser ou empêcher des choses? Et en plus, on est bientôt avant les élections municipales, donc ça nous inquiète. Et c'est pour ça qu'on a voulu voir en fait la répercussion entre les échelles, d'une part, et à nouveau, vous parliez des experts tout à l'heure, mais également entre les domaines d'action politique. L'eau, c'est un domaine qui est en France assez consacré à des experts, c'est très particulier, etc. Et du coup, il est censé être un peu plus résistant que d'autres domaines d'action. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui nous a intéressés. Et sur la question de la cohérence, je ne partage pas complètement votre avis, en tout cas sur les choses que j'ai vues, après en Suisse notamment, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences, même au niveau local, et vous l'avez dit un peu dans votre question, avec les services qui sont obligés de faire énormément de bricolage institutionnel, etc. En 2019, on a conduit un sondage, on a essayé d'identifier les formes de cohérence entre le local, de manière verticale, le local, le régional. Donc là, on a profité de la Suisse, comme on a parlé au tout début des questions, le fédéral, le cantonal et vraiment la ville. Et également de manière horizontale, entre différents types de politiques publiques et secteurs d'activité. Et ça nous a servi à avoir un peu une grille des types de cohérence qu'il pourrait y avoir ou d'incohérence qu'il pourrait y avoir dans la gouvernance, en fait. Et donc, c'est quand même, donc on a demandé en fait directement à des acteurs, on voulait savoir ce qu'ils en percevaient et comment se manifestait pour eux une incohérence. Ils ont quand même relativement souvent relevé le fait qu'il y ait des incohérences. Donc après, il y a ce problème c'est du révélé. C'est du déclaré, pardon, pas du révélé. Donc c'est un potentiel problème important. Mais bon, là, on voulait déjà juste avoir une idée de tout ça, parce que c'est peu observé de manière un peu plus systématique. Et surtout, ce qu'ils ont mentionné comme principale source d'incohérence, c'est pas forcément un conflit direct, c'est de la non-applicabilité, de l'incapacité à mettre en œuvre, et besoin de trancher entre différents types de normes. Alors il y a des cas extrêmes où par exemple à Genève, on a vu il y avait de la tarification, elle était illogique par rapport aux objectifs de politique publique, c'est-à-dire que pomper l'eau du lac, c'était plus cher que pomper l'eau de la nappe phréatique, alors que partout, c'est l'inverse qui se produit, parce que ce qu'on protège, c'est les nappes phréatiques, parce que c'est des ressources écologiques plus vulnérables. Donc il y a des petits cas comme ça, mais je pense qu'ils sont très anecdotiques, parce que ce à quoi se confronte vraiment le civil servant au quotidien, c'est de devoir trancher entre les différents types de règles. Et vraiment, ils ont beaucoup dit ce problème de mise en œuvre. Et pour revenir à la question de tout à l'heure, c'était très rigolo, j'ai travaillé avec l'Office cantonal de l'eau, donc c'est le régulateur de l'eau dans le canton de Genève, et avec les différents départements, et un des leaders d'un des départements, donc je leur ai demandé les questions entre départements et tout ça, et il m'a dit, ce département-là, écologie, donc lui, je ne peux pas dire d'où est-ce qu'il était, mais le département écologie, il m'a dit, pendant 10 ans, j'ai tout fait pour le détruire, pour que le mien perdure, mais maintenant que tout est stabilisé, c'était le plus fort soutien, quoi. Donc oui, ces enjeux de pouvoir, ils ont lieu aussi. C'est allumé ? Oui, pardon. Non, je voulais juste m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres questions, pas d'autres questions d'observation ou d'échange. Donc il nous reste une nouvelle fois, Thomas, à te remercier. Merci beaucoup pour cette présentation, merci beaucoup pour les échanges. Très clair, tes explications, tes éclairages. Voilà, merci beaucoup et à bientôt à Montpellier, j'espère.